Après une retraite médicale de quelques mois, le Premier ministre signe son comeback. Choguel Kokala Maïga a été reçu ce matin par le président de la transition, souriant et visiblement en pleine forme. Il a salué le travail colossal abattu ces 4 derniers mois par les autorités de la transition. Bientôt 2 usines de filature au Mali, l'une à Bamako et l'autre à Koutiala. Le Mali et la Chine signent un protocole d'accord dans ce sens. Le chef de l'État a reçu la délégation chinoise ce matin. De ce projet gigantesque, il en sera question avec l'invité de ce 20h, Alouseni Sanou, est ministre de l'économie et des finances. Industrie, toujours avec la pose de la première pierre d'une nouvelle usine de production de ciment au Mali. L'unité industrielle sera construite dans la commune rurale de Béma, dans la région de Nioro, une œuvre du groupe Sako Holding qui coûtera près de 355 milliards de francs CFA. Et cet autre chiffre, plus de 30 milliards de francs CFA, coût du projet dénommé Appui à la résilience et l'adaptation au changement climatique des petits exploitants agricoles dans les périmètres aménagés de l'Office du Niger, un financement du système des Nations Unies. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je reviens vers vous tout à l'heure. Partons d'abord à Koulouba, où le président de la transition a reçu ce matin le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Après une retraite médicale de 4 mois, le chef du gouvernement signe ainsi son retour. Il a salué et félicité le président Assimi Goïta et toute son équipe pour le travail colossal abattu dans un contexte particulièrement difficile. Il s'est exprimé au micro de Tamsir Diabaté. Mon état de santé est parfait aujourd'hui et c'est pour cela que je suis venu chez le président ce matin. D'abord, je voudrais féliciter et remercier le président et toute son équipe pour le travail colossal qui a été abattu. Ces 4 derniers mois ont été très difficiles pour les autorités, mais vous savez, un peuple vit d'espoir. Ce qu'il a ne lui suffit plus, il faut le faire rêver. Il a besoin d'espérance. Et le président a su donner cet espoir aux Maliens. En ce qui me concerne, sous son autorité, pour ainsi dire, nous sommes condamnés à réussir parce qu'il n'y a pas autre choix. Quand on décide de prendre sa souveraineté en main, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de marche arrière. Je suis donc déterminé à ses côtés à conduire l'action qu'il m'aura confiée, que les Maliens m'auront confiée jusqu'au bout. Juste après avoir été reçu par le président de la transition, Choguel Kokala Maïga s'est adressé à ses compatriotes. Il a remercié le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et les membres du gouvernement avant d'inviter les Maliens à se donner la main pour la réussite de la transition. Nous l'écoutons au micro de Mamari Kone. Par la grâce d'Allah, après 3 mois d'absence, me revoici parmi vous en possession de mes capacités physiques et intellectuelles. Gloire au Tout-Puissant, au Tout-Miséricordieux. Je voudrais en ce moment, empreint de solennité, remercier du fond du cœur l'ensemble de nos compatriotes de l'intérieur et de la diaspora, ainsi que tous les panafricains. Des plus petits hameaux aux plus grandes agglomérations, nous sommes parvenus des mosquées, des églises et des temples. Les prières et les invocations de nos compatriotes anonymes et des serviteurs du culte. Nos concitoyens, dans leur écrasante majorité, parents, amis, sympathisants et même rivaux politiques les plus farouches ont tenu à m'exprimer leur compassion et le souhait de bon retour parmi les miens. À tous,
et à toutes, je dis grand merci. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, permettez-moi d'exprimer encore une fois au président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, ma profonde gratitude et mes vifs remerciements pour avoir su préserver mon intimité pendant tout ce temps et m'avoir mis à l'abri du mauvais œil et de la mauvaise langue. Il me plaît également de partager l'expression de cette gratitude avec les colonels Malik Diaw, président du CNT, Sadio Kamara, Modibo Kone et Ismaël Ouagé. Chaque visite rendue a été une occasion de réitérer leur désir de rester ensemble jusqu'au bout. Je remercie également l'ensemble des membres du gouvernement et toutes nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Je voudrais ici m'adresser plus particulièrement au colonel Abdoulaye Maïga, qui a accepté la redoutable charge de Premier ministre par intérim qu'il a remplie à souhait, tout en exerçant ses missions de ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Rappelons-nous cette belle phrase d'Assimi Goïta, qui sonne dans le cœur et dans l'esprit de la jeunesse comme une maxime. Souvenez-vous, je suis jeune. Si j'échoue, c'est toute la jeunesse qui aura échoué. La génération Assimi, c'est cette jeunesse qui a décidé de briser le complexe dominant-dominé, si caractéristique de nos relations avec certains États. Voilà pourquoi je reviens, après un temps si long, aux côtés de cette jeunesse, aux côtés de vous tous, optimistes et engagés plus que jamais, convaincus que notre jeunesse est prête pour l'œuvre de refondation et de reconstruction du Mali et de la Nouvelle-Afrique. Pour ce faire, il faut une mutualisation de toutes les forces nationales acquises à la transition, quelles que soient leurs origines politiques, sociales, professionnelles, culturelles et cultuelles, afin de rendre irréversible le changement. Mesdames et messieurs, mettons-nous ensemble dans une véritable union sacrée derrière le président de la transition pour sauver notre patrie. J'invite à laisser tomber toutes les autres considérations pour sauver notre nation. Retrouvez l'intégralité de ce message du Premier ministre à Dr Choguel Kokala Maïga après cette édition, juste donc après la météo. Le président de la transition a reçu le ministre marocain de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports. Il était porteur d'un message du roi Mohamed VI. Il a été notamment question de coopération bilatérale entre le Mali et le Maroc. Chakib Ben Moussa à sa sortie d'audience au micro de Tamsir Diabaté. Cette rencontre a été l'occasion d'exprimer la qualité de la relation entre nos deux pays, entre le Royaume du Maroc et la République du Mali. Une relation qui s'inscrit dans l'histoire ancienne entre nos deux pays et entre nos deux peuples, et une relation qui se développe, qui s'exprime à travers une coopération dans plusieurs domaines, qu'elle soit économique, qu'elle soit dans le domaine culturel ou spirituel, qu'elle soit dans le domaine de développement humain, qu'elle soit dans le domaine en relation avec des aspects liés à la sécurité ou la stabilité de nos deux pays. Et c'est une relation qui s'inscrit dans une perspective de développement pour l'avenir. Nous nous inscrivons dans cette relation particulière qui unit nos deux pays et ces liens particuliers entre Sa Majesté le Roi et le président du Mali. Et ça a été l'occasion
de remettre ce message royal directement, personnel, à son Excellence, président de la République. Mais ça a été l'occasion aussi de réaffirmer justement et d'inscrire ces liens particuliers dans cette perspective de développement futur. Je vous l'annonçais dans le titre, le Mali aura très bientôt 2 usines de filature dénommées Somafil. L'une à Bamako et l'autre à Koutiala. Le Mali et la Chine ont signé un protocole d'accord dans ce sens. Et les responsables de l'entreprise chinoise chargée de la mise en œuvre du projet ont été reçus par le chef de l'État, colonel Assimi Goïta, pour faire le point de ce projet ambitieux de transformation du coton malien. Le reportage signé Tamsir Diabaté et Ibrahima Koulibaly. Au moment où le maître mot s'appelle la souveraineté, il faut nécessairement commencer par le consommer malien. Et pour ce faire, c'est le textile malien qui est en ligne de mire, avec très prochainement la construction de 2 usines de filature. Ces 2 usines permettront la mise en place de plusieurs unités connexes pour transformer le coton malien. Pour la concrétisation du projet, le Mali et la Chine ont signé une convention entre la société Qingdao et la CMDT. Les nouveaux filatures capturent à peu près 30% de la valeur ajoutée de l'ensemble de la chaîne de valeur coton. Ça veut dire que ce que nous perdons sur la vente de la fibre à la filature, on récupère ça en termes de plus-value, en termes de marge bénéficiaire. Donc je pense que c'est une très très bonne proposition technique pour la filière coton du Mali. Et nous osons espérer que c'est un processus qui est lancé. Cette filature permettrait de mettre en place plusieurs unités connexes pour faire les serviettes, pour faire les t-shirts, pour faire les chaussettes, pour faire beaucoup de choses. Parce que c'est le fil qui est le point de départ de toute l'industrie textile. Justement, après la signature de la convention, une mission de repérage et d'expertise a été dépêchée sur le terrain, notamment à Koutiala, dans la capitale de l'Or Blanc. Et à l'issue de cette mission, il a été convenu de bâtir l'unité industrielle de transformation de coton à quelques kilomètres de la ville de Koutiala sur une superficie de 50 hectares. Ainsi, le partenaire s'est dit rassuré par l'engagement et la détermination des autorités de la transition à transformer le coton malien sur place. Nous avons 3 mois pour finaliser tout ça, la création de la société, les études de faisabilité, les choix des sites. Donc il était temps pour le Mali de commencer à transformer le coton que nous produisons au lieu d'exporter l'emploi. Le partenaire chinois est très content de savoir qu'au Mali, on n'apprend plus aux Maliens comment produire du coton. Contrairement à d'autres pays africains où ils se sont installés, ils étaient obligés d'apprendre à ces paysans comment faire du coton en s'inspirant justement de l'expérience du Mali. Et ce dont le Mali a besoin aujourd'hui, c'est tout juste commencer déjà l'industrie de filature. Le financement serait un prêt à long terme, à des taux d'intérêt très intéressants pour la CMDT, bien sûr avec la garantie de l'État malien à travers le ministère des Finances. Les parties maliennes et chinoises ont également signé le document qui définit les statuts de la nouvelle société dénommée Somafil, Société malienne de filature. À noter que l'installation de ces 2 usines de filature est un projet du gouvernement chinois visant à accompagner les pays africains à valoriser leur textile par la transformation de leur coton. Ce n'est pas tout. Les 2 unités qui ont une capacité de production de 45 000 tonnes vont créer plus de 5 000 emplois. Et à l'issue de ces signatures de convention, la délégation chinoise a été reçue en audience par le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Il faut avouer que la coopération entre la Chine et le Mali est toujours fructueuse depuis 62 ans d'existence des relations diplomatiques entre nos 2 pays. Et avec cette délégation, je pense que cette coopération sera encore plus renforcée et avec l'appui du gouvernement malien, avec l'appui du président de la transition, je suis persuadé que cette coopération sera encore plus renforcée. Et cette audience dénote de l'engagement du Mali et la Chine à faire en sorte que l'or blanc brille enfin
pour le Mali. Et nous recevons le ministre de l'économie et des finances pour parler justement de ce projet ambitieux de transformation du coton malien. Monsieur le ministre, encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui a motivé un tel projet ? En tout cas, je vous remercie de nous donner l'occasion de nous adresser aux téléspectateurs, justement pour parler de ce projet ambitieux qui est issu d'une volonté politique, la vision du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui, depuis les premières heures de la transition, avait vraiment voulu mettre en chantier toutes les actions qui pouvaient tendre à pouvoir internaliser toutes nos actions de développement en vue de rendre au Mali sa souveraineté économique et son indépendance financière. Nous avons bien regardé que le coton du Mali, d'abord, quand on prenait les affaires, on ne produisait que 150 000 tonnes de coton. Il fallait nécessairement faire des efforts et coordonner des actions afin de pouvoir redonner au Mali la place de premier producteur de la sous-région. Donc on a mis des actions en œuvre et cela a contribué à ramener le Mali à une production record l'année dernière de 795 000 tonnes. La suite, c'était de transformer ce coton ici. Comme vous venez de l'entendre des bouches du président directeur général de la CMDT, 30% de la valeur ajoutée du coton aux distributeurs de textiles sont réalisés à partir du fil. Donc il fallait nécessairement que le Mali capte les 30% de valeur ajoutée qui nous échappaient. Donc grâce à la volonté politique du président de la transition, nous avons engagé des discussions avec nos partenaires chinois, Exim Bank et la société Qingdao pour voir dans quelle mesure ils peuvent venir nous accompagner dans la mise en œuvre de notre vision, qui est une vision de rendre au Mali son indépendance économique, tout en sachant tous les avantages que nous allons tirer à partir de cette activité. D'ailleurs, cela ressort dans le discours à la nation du président du 22 septembre où il a annoncé la reprise en main de beaucoup de sociétés. Parce que comme on l'a vu, en 2020, le Mali était en récession de moins 1,2%. Donc beaucoup d'entreprises avaient des difficultés, que ce soit la Comatex, UMPP, OMH. Donc il fallait nécessairement relancer ces sociétés et ensuite voir la vision, comment toute la chaîne autour du coton puisse être développée. Donc non seulement cette filature va être quelque chose qui va développer beaucoup d'activités autour, mais également la Comatex et UMPP, tout ceci auront des impacts par rapport à cette filature. Alors, monsieur le ministre, dites-nous, quel est le statut de ces usines ? Ce sont des usines maliennes ou chinoises ? Comme vous le savez, le président de la transition a une vision très claire. Il faut essayer que le Mali essaie de développer ses propres capacités et pouvoir réagir et pouvoir avoir ses usines dans ses mains pour pouvoir orienter en interne la politique économique. Donc il va de soi que nous ne pouvons pas nous permettre de partager tous ces efforts. Donc c'est cette société, la Somafil, dont les statuts et la création a été signée aujourd'hui entre la CMDT et la société Qingdao. Le président a bien été clair, il faut que ce soit une société malienne. Et comme c'est la CMDT qui est dans le textile, dans la CMDT à laquelle participent donc tous les producteurs, donc que je salue d'ailleurs pour leur effort et leur engagement dans l'accompagnement de cette vision. Donc la CMDT détient 85% du capital de la société et la société chinoise Qingdao détient 15%. Et ces 15% ont été affectés à cette société justement parce qu'elle a l'expertise. Elle a une grande expertise en matière de filature dans le monde. Donc ils vont nous permettre de saisir l'occasion et de pouvoir travailler grâce à cette expertise. Donc la société chinoise à 15%, l'État du Mali à travers la Comatex à 85%. Et est-ce que l'État a suffisamment d'argent pour réaliser ce projet et respecter ses engagements vis-à-vis du partenaire chinois? Vous savez, ce qui a surtout fait, ce que les Chinois nous ont surtout dit qu'ils ont aimé, c'est que la filature, comme le textile, est un secteur qui s'autofinance. C'est un secteur qui s'autofinance. Le coût de l'investissement est de 354 millions de dollars.
en tenant compte de tous les investissements connexes, notamment dans le transport de l'électricité entre la centrale de Koutiala et l'emplacement de l'usine, la mise en place de deux centrales, etc. Peut-être qu'on va revenir dans le détail du contenu. Donc, c'est une société qui s'autofinance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a rencontré Exim Bank, avec laquelle on a échangé, qui est disposée à nous fournir les investissements nécessaires, les 354 millions de dollars nécessaires à un taux concessionnel sur 20 ans. Donc, dès que la production commence, la production suffit largement à rembourser les échéances. Et l'État a simplement donné sa garantie. Donc, c'est vraiment un système... Et quel est l'impact direct attendu sur les populations de ces usines? L'impact direct est énorme. Comme je l'ai dit, c'est une question de vision. Quand en 2020, on a vu qu'on était en récession de moins 1,2, on a dit qu'il faut axer ses efforts vers des secteurs qui entraînent toute l'économie. Voilà pourquoi le coton, la filière coton, a été un secteur qu'on a choisi. Et quand on regarde juste la filière coton, il y a 4 millions de Maliens qui vivent de ça directement. Les transporteurs, les aliments bétail, les huileries, les transporteurs, les assurances, les banques. Vous voyez, ça entraîne toute l'économie. Maintenant, quand on va venir à la filature, il y a déjà 5000 emplois directs. Et en matière de textile, il y a 10 fois plus d'emplois indirects. Donc, on va avoir 50 000 emplois indirects liés à cette usine. Donc, il y a une création d'emplois qui est directement sensible. La deuxième chose, c'est la création de valeur ajoutée. Donc, les 30% de la valeur ajoutée resteront ici et vont permettre à la CMDT d'investir. Parce que, comme les Chinois l'ont dit, cela nous permet de transformer juste 10% du coton. Quand on prend la moyenne de la production sur les 10 dernières années, la capacité des deux usines fait à peu près 10%. On était à moins 2% du coton qui était transformé ici, mais actuellement on va être à 10%. La valeur ajoutée qui va être générée, c'est des ressources internes, sans oublier tous les impacts et fiscaux que nous allons avoir. Il va y avoir des paiements de TVA, des paiements d'ITS, des paiements d'impôts, etc. Et puis au-delà de ça, l'usine de filature est la base de toutes les industries textiles. Et comme cela a été évoqué dans les études et rappelé même ce matin par King Dao, le Mali a l'une des meilleures qualités de coton. L'une des meilleures qualités de coton. Donc tout le textile qui pourra être réalisé à partir de ces fils seront automatiquement achetés. Donc on va avoir des unités comme la Comatex avec lesquelles on va développer l'activité de production de textiles, notamment les tenues scolaires, les tenues militaires, etc. Dans le même temps, il va y avoir beaucoup d'industries connexes pour la fabrication des couches bébés, des serpillères, des serviettes, etc. Donc vraiment, il y a des impacts énormes. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Mais juste un dernier mot, si vous avez un mot sur les efforts consentis par l'État pour soulager les populations, en tout cas à faire face à la vie chère. Je ne peux pas vous laisser partir sans un mot quand même sur les actions et les efforts consentis par l'État dans ce sens. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce qui est en train d'être fait? J'avoue que c'est une question qui préoccupe au plus haut niveau les plus hautes autorités du Mali. Comme vous savez, le président, je l'ai rappelé lors de la conférence de presse de mardi, il dit chaque acte que vous posez doit impacter la vie des Maliens, à court terme ou à moyen terme. Si c'est des investissements, comme on vient de voir, ça va être à moyen terme ou à court terme. Donc, notre action doit impacter. Et aujourd'hui, le monde entier a connu des crises. Et le Mali a particulièrement connu certaines crises que d'autres régions n'ont pas connues. Mais cela n'a pas empêché le gouvernement d'avoir au cœur de son action de tous les jours comment soulager, améliorer les conditions de vie des Maliens. Voilà pourquoi on n'a jamais hésité d'améliorer les revenus. On a essayé d'augmenter les revenus des salariés, on a essayé d'augmenter le revenu des entreprises qui avaient eu les soubresauts, les conséquences de la crise Covid, en faisant des remises d'impôts sur certaines entreprises et en essayant de payer le maximum de dette intérieure de l'État pour permettre à ces entreprises de continuer à fonctionner,
nous savons qu'il y a certains ménages qui sont en détresse, qui ont des difficultés. On a prévu de faire des paiements réguliers de 100 000 francs CFA à ces ménages. Et aujourd'hui, nous sommes à un encours d'environ 39 milliards de francs CFA sur ce domaine. Au-delà de tout ce qu'on a fait sur les revenus, on a également fait des efforts sur les prix. Ce qui fait qu'on va avoir un effet ciseau sur le coût de la vie qui doit normalement permettre d'apaiser et de soulager les Maliens. En ce sens qu'on a fait des subventions, notamment la réduction de la base taxable de l'importation en 2 vagues de riz, et la réduction de la base taxable en 2 vagues de l'importation de sucre. Lors de l'avant-dernier Conseil des ministres, nous avons été alertés que, attention, il y a des risques de pénurie sur le sucre, et automatiquement on a mis en place une nouvelle campagne sur le sucre de 10 000 tonnes jusqu'au 31 décembre. Tout ce qui est huile, énergie, sucre, lait, viande, l'État est à peu près à plus de 200 ou 250 milliards de subventions directes sur ces produits pour permettre d'alléger la souffrance des populations. Et ce que je voulais ajouter, au-delà de ça, on a pris des mesures. Cette année, on a décidé de mettre à la disposition de l'OPAM 25 milliards pour assurer l'achat d'un stock d'intervention qui va lui permettre d'acheter des stocks très rapidement entre décembre et janvier et de constituer ces stocks et d'intervenir sur le marché au cas où les prix vont augmenter. Dans un deuxième temps, nous sommes allés voir nos partenaires qui sont prêts aujourd'hui à nous fournir du carburant, du blé et des intrants à des prix qui battent tous les records. Tout cela pour permettre d'apaiser les Maliens. Nous sommes allés voir les Guinéens pour pouvoir avoir les meilleures conditions au port. Aujourd'hui, tous les produits maliens qui passent ont des conditions que j'ai rappelées, qui sont vraiment des conditions très, très avantageuses. La première chose, les bateaux du Mali ne font pas la queue, ils sont prioritaires au déchargement. Deuxièmement, les frais de Siré-Sari, c'est 1 mois de franchise, tandis que dans d'autres ports, nous sommes à 10 jours. Les frais d'escorte, on ne les paye pas. Les frais de stockage, on ne les paye pas. Donc, il y a tout cela pour Monsieur favoriser... Autant d'efforts. En tout cas, merci pour toutes ces explications. Et on aura d'autres créneaux également pour en discuter. Encore une fois, merci d'être passé par là et à suivre dans nos programmes ce soir un magazine spécial sur justement les efforts consentis par l'État pour soulager en tout cas la souffrance des populations face à la vie chère. Un magazine réalisé par Dougoufana Traoré et c'est en Bamanakan. Le Mali aura bientôt une autre nouvelle usine de production, cette fois-ci de ciment. L'unité industrielle sera construite dans la commune rurale de Bema, dans la région de Nioro. La réalisation du projet est une œuvre du groupe Sako Holding. Le coût, près de 355 milliards de francs CFA. Envoyés spéciaux à Bema, Aridjou Matina et Aruna Diara. Une nouvelle usine de cimenterie en cours de réalisation désormais dans notre pays. Le géo industriel est implanté dans la commune rurale de Bema, dans la région de Nioro du Sahel. L'usine Ciment Sahel Mali, dont la pose de la première pierre a été une véritable fête dans la localité, est une initiative de Mohamed Sako, PDG du groupe Sako Holding. Un Malien a décidé de venir participer au développement de son pays à travers cette usine de cimenterie. La mise en œuvre de la nouvelle unité de production Ciment Sahel Mali se veut non seulement un projet de développement local, mais aussi contribue à promouvoir la politique industrielle dans notre pays. La présente cérémonie de pose de première pierre de la cimenterie moderne Ciment Sahel Mali SA témoigne de la volonté des autorités de notre pays de mettre en œuvre la politique de développement industriel adoptée en mars 2010 par la création d'unités de transformation de nos minéraux en particulier. Je voudrais à cette occasion saluer la vision qui a animé le promoteur El Hadj Mohamed Sako. Nous allons produire les clinkers sur place à travers le calcaire qui relève des mines
Et la transformation justement du calcaire en clinker et du clinker maintenant au ciment relève du ministère de l'Industrie. C'est pour ça que nous sommes accompagnés aussi pour la circonstance par le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, parce qu'avant tout, cette action est humanitaire, elle est sociale, parce qu'on va créer des milliers et des milliers d'emplois ici à Djema et à Nioro du Sahel et de façon générale pour tout le Mali. Bâtie sur une superficie de 20 hectares, l'infrastructure industrielle aura une capacité de production de 4 500 000 tonnes par an. Coût de réalisation, 355 milliards de francs CFA. Les valeurs ajoutées, uniquement, c'est pour le Mali. Et l'emploi, direct et indirect, commence par 1000 emplois. La première année, la deuxième année. La troisième année, l'emploi peut aller de 5 000 à 10 000 emplois. Tous les cimentaires qui se trouvent au Mali, à la date d'aujourd'hui, inclus, ne peut pas produire même 3 millions de tonnes. Le ciment Sahel du Mali va satisfaire de l'État malien. Ce projet nécessite l'implication des autorités administratives et coutumières, qui nécessite également la participation de la société civile, de la phase réalisation des infrastructures à la phase production de ciment. Vous verrez que la population, particulièrement les jeunes, vont dire non à l'immigration clandestine. Sans compter le nombre d'emplois régénérés et autres, je pense que c'est une bonne initiative. L'usine de ciment Sahel Mali SA sera opérationnelle dans 3 ans, selon les responsables qui promettent d'offrir des ciments de qualité aux populations maliennes, surtout à un prix abordable. La réconciliation, le renforcement de la paix et de la cohésion sociale, thème de la journée citoyenne et sportive du CNT qui s'est déroulée ce matin. Les détails avec Nouhoun Sissoko. Le cérémonial de la montée du drapeau national. Les activités sportives comme l'aérobic, le maracana, le volleyball, le basketball, le yoga et la pétanque. Voilà le menu de cette journée citoyenne et sportive du CNT, Conseil national de transition. Nous nous réunissons une fois par mois, si les choses le permettent bien sûr, afin de montrer notre engagement citoyen à travers la montée des couleurs, aussi des activités sportives pour maintenir un bon état de santé. Cette journée citoyenne et sportive a regroupé les membres et le personnel de l'organe législatif de la transition qui auparavant ont bénéficié de visites médicales. Aujourd'hui, la particularité est que nous avons jugé utile d'amener des services de consultation pour le dépistage du diabète, mais aussi des consultations ophtalmologiques. Comme vous le savez, actuellement, le combat que nous menons exige de nous un bon état de santé, un esprit sain dans un corps sain. Inviter toutes les Maliennes et les Maliens vraiment à se faire dépister vraiment pour se rassurer de leur état de santé, notamment sur le plan diabétique. Depuis son lancement, la journée citoyenne et sportive du CNT se déroule chaque dernier vendredi du mois. Plus de 30 milliards de francs CFA, coût du projet dénommé Appui à la résilience et l'adaptation au changement climatique des petits exploitants agricoles dans les périmètres aménagés de l'Office du Niger, un financement du système des Nations Unies, délégation onusienne, responsable de l'Office du Niger et bénéficiaire était sur le terrain pour une visite. Fousseni Samake. Les Nations Unies apportent une réponse adéquate aux requêtes de l'Office du Niger formulées en 2021. Cela à travers un projet dénommé Appui à la résilience et l'adaptation au changement climatique des petits exploitants agricoles dans les périmètres aménagés de l'Office du Niger. D'un coût de plus de 30 milliards de francs CFA, ce projet vise une meilleure production en renforçant les capacités des petits exploitants composés essentiellement de femmes et de jeunes. L'enthousiasme des groupes de femmes qui travaillent dans le maraîcher et ce qu'elles sont en mesure de faire avec le peu de terre qu'elles ont à leur disponibilité, on peut déjà imaginer l'impact que ce projet peut avoir si on arrivait quand même à mobiliser des ressources pour mettre beaucoup plus de terre à la disposition des femmes et des familles. Elles ont déterminé les spéculations les plus commercialement acceptables en ce moment.
dont l'échalote, la tomate, le piment, l'ail, l'oignon. Et par conséquent, nous allons nous engager dans cette direction dans un premier temps. L'intention étant non seulement de produire, mais d'aller vers une maîtrise de la filière. Ainsi, 40 000 ménages vont bénéficier durant 4 ans de l'accès aux semences, aux équipements et intrants agricoles et des formations adaptées aux besoins. Projet nana sasa bi fɛn fara anw kan an yɛrɛ ma sigi ni fɛn min ye projet bɛna si d'aw ma a bɛna baarakɛminɛn d'aw ma an bɛ ofisi fo an b'a dɔn ni projet mun nalen don n'a nalen don ko u ni ofisi de b'a kɛ u kana jɔrɔ kana hami ofisi bɛ nin kɛ fo k'a s'a dan na. Ce projet va contribuer certainement à l'augmentation de la productivité maraîchère dans la zone du Niger, à l'amélioration de la ration alimentaire et nutritionnelle de la population, tout en essayant de fixer les jeunes parce que les emplois sont déjà créés. En plus des rencontres des femmes productrices de l'Office Niger à Béouani, la délégation composée des représentants de la Banque mondiale, la FAO, l'UNESCO, ONU Femmes, le PAM, OCHA et ceux des ministères de l'économie et des finances, du développement rural et des affaires étrangères ont visité les barrages de Markala. Mois de la santé et de la protection sociale. Le ministère de la Santé et du Développement social lance la journée d'information et de sensibilisation sur le RAMED, régime d'assistance médicale. La journée permet aux participants d'être édifiés sur le mode de prise en charge et les conditions d'immatriculation. Les détails avec Fademba Keita. Les 3 femmes indigentes de la commune 1 qui reçoivent des mains du ministre de la Santé et du Développement social leur carte RAMED s'ajoutent aux 2 882 331 personnes immatriculées. Leur prise en charge gratuite est assurée par l'Agence nationale d'assurance médicale, ANAM, à travers le RAMED, régime d'assistance médicale. La journée d'information et de sensibilisation sur le RAMED vise à expliquer aux indigents, déplacés internes, enfants et jeunes de la rue, blessés de guerre, bénéficiaires, les critères pour être immatriculés à ce dispositif gratuit, structuré et organisé pour les nécessités qu'est le RAMED. Normalement, l'identification commence d'abord par les chefs de village qui connaissent qui sont pauvres, qui ne peuvent pas se faire prendre en charge, qui font cette première identification. Ensuite, informent le maire qui, à son tour, commandite une mission de la Direction nationale de l'économie solidaire et de la protection sociale. Les bénéficiaires des prestations de ce régime félicitent très émotionnés l'ANAM, structure rattachée au ministère de la Santé, pour leur avoir sauvé la vie. Je fais des crises. J'ai subi une intervention chirurgicale, cela grâce au RAMED. Je remercie toutes les autorités du pays, l'ANAM et les médecins traitants. Sans le RAMED, je ne serais plus de ce monde. Le financement du RAMED est assuré par l'État à hauteur de 85% et par les collectivités à 15%. Sur plus de 700 communes, seules 4 sont à jour et s'investissent à fond dans l'enrôlement. Des attestations de reconnaissance leur sont remises. Bon, les recensements, ça se fait sous forme des enquêtes au niveau des villages. Et il y a une équipe de développement social qui se rend dans la commune pour partir au niveau des villages pour faire des recensements des gens qui méritent d'être retenus pour être des bénéficiaires au sein de l'ANAM. Le parrain de la 27e édition du mois de la santé et de la protection sociale et le ministre de la Santé se disent très fiers des 55 smartphones reçus, dont 40 de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali et 15 de l'assurance Salam, et la délégation turque prête à offrir des interventions chirurgicales de la cataracte gratuite et former plusieurs matrones. J'espère que ces dons peuvent servir à la population malienne de pouvoir lutter contre la pauvreté, contre le manque de soins médicaux. Conformément aux vœux du président de la transition, œuvrons pour que les jeunes gens les plus démunis puissent bénéficier des soins gratuits. À travers le RAMED, enrôler tous ceux qui sont dans le besoin. Le ministre invite les acteurs et les collectivités pour que
Le programme d'urgence d'enrôlement des 3 millions de bénéficiaires soit une réalité d'ici la fin de l'année 2022. Il me plaît de rappeler que le RAMED, avec ses 2 882 331 personnes immatriculées pour une prise en charge médicale gratuite, s'inscrit parfaitement dans la vision du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, à savoir placer le Malien au cœur des actions du gouvernement. Cette vision s'illustre dans le plan d'action du gouvernement qui y consacre un axe entier, à savoir la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, la création de conditions favorables au retour des populations déplacées et l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour leur implication sans relâche pour la cause des démunis, le parrain décerne une attestation de reconnaissance au président de la transition, au Premier ministre par intérim et au ministre de la Santé. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali et le parrain ont reçu respectivement de l'ANAM et du directeur général du développement social une attestation, le tout agrémenté par des mélodies de la troupe Benso, de Suleiman Sissoko et de Safi Diabaté. Les acteurs du secteur eau, hygiène et assainissement et leurs partenaires font le bilan du processus SOA, assainissement, eau, hygiène pour tous. L'objectif est de recenser les difficultés du secteur, faire des propositions afin de susciter plus de financement pour le secteur. Batraouri. Le Mali a adhéré en 2014 au SOA, assainissement et eau pour tous. Ce cadre de partenariat mis en œuvre en 2010 par les acteurs internationaux du secteur eau, hygiène et assainissement. La mise en œuvre du processus a donné de bons résultats. Par exemple, depuis 2021, 70,9% des Maliens ont accès aux services élémentaires d'eau potable selon les chiffres du ministère en charge de l'eau. Le Mali a pris des engagements conjoints sous le leadership du gouvernement, des engagements qui visent à concourir à l'atteinte de l'ODD6, c'est-à-dire assurer l'accès à tous les Maliens aux services de l'eau potable et de l'assainissement. Grâce aux actions que nous sommes en train de mener, le Mali a été aussi désigné comme pays prioritaire par le gouvernement américain pour bénéficier des financements dans les domaines de l'eau. Et cette décision a été traduite concrètement par un projet que nous avons monté avec les partenaires américains, qu'on appelle Angajiko, et qui va apporter à notre pays plus de 37 millions de dollars. La présente rencontre a donc pour objectif global de faire le bilan de mise en œuvre du processus SOA afin d'accélérer la mise en œuvre des engagements pays conjointement pris avec les partenaires du SOA afin de contribuer à l'atteinte des ODD au Mali. Il s'agit spécifiquement de promouvoir la participation des acteurs AFA au processus multipartite national et au mécanisme de redevabilité mutuelle et de SOA au Mali, de faire le point de l'état de mise en œuvre des engagements SOA au Mali, d'accroître la visibilité, l'efficacité, la crédibilité du secteur eau, hygiène et assainissement. D'importantes recommandations sont attendues de cette rencontre qui regroupe les acteurs, les services techniques de l'État et les partenaires du secteur eau, hygiène et assainissement. C'est parti pour la 4e édition de Féminia, salon de l'entrepreneuriat féminin. Le thème retenu cette année est crise et résilience des micro, petites et moyennes entreprises des femmes. Le point avec Aliou Abdoulaye Touré. Un coup de ciseau et c'est parti pour la 4e édition du Salon de l'entrepreneuriat féminin de Bamako. Un salon qui regroupe 130 exposants venus de toutes les régions du Mali et de l'extérieur pour démontrer leur savoir-faire et leur génie créateur. Nous exposons des jus naturels à base de nos fruits locaux, du terroir malien. Donc on a différentes variétés. Au cours de ces dernières années, nous nous sommes employés, malgré les difficultés, à développer l'esprit d'entreprise chez de nombreuses jeunes femmes en leur apportant conseils et orientations pour leurs projets entrepreneuriaux et renforcement de capacités pour le développement de leur activité. Le Burkina Faso, pays frère et ami du Mali, est l'invité d'honneur de cette 4e édition du Salon Féminia. En organisant pour la 4e fois consécutive le Féminia, vous construisez des fondements solides pour le salut des milliers de femmes africaines. Crise et résilience des micro, petites et moyennes entreprises des femmes, c'est le thème principal de cette 4e édition du Salon de l'entrepreneuriat féminin.
C'est un thème qui nous paraît particulièrement approprié dans le contexte où notre pays, le Mali, a connu ces dernières années de nombreuses crises. La promotion et le développement de l'entrepreneuriat féminin est aussi une priorité du département en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Et le ministre Bakary Doumbouya s'est dit fier de cette action entreprise par les femmes. Je suis très impressionné parce que je vois plein de femmes avec diverses activités et des femmes qui sont très engagées, mais avec des produits de qualité. Ça, c'est fondamental, il faut le souligner. La visite des stands a été sanctionnée par la remise du trophée honorifique de grand ambassadeur de l'entrepreneuriat féminin. Le trophée a été décerné au ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Une trentaine de femmes musulmanes sont à l'école au centre agroalimentaire à Sibi. Durant 3 jours, ces femmes vont renforcer leur capacité aux techniques de transformation du manioc et de ses dérivés. Le reportage est signé Innaba. Cette session est le fruit d'un partenariat entre l'Union des jeunes musulmans du Mali et le centre agroalimentaire à Sibi. Au total, plus d'une centaine de femmes arabophones réparties en groupes de 30 seront formées à la transformation du manioc et ses dérivés. C'est un projet qui est là pour appuyer le pays dans sa politique de réinsertion socio-économique. Et cette formation orientée vers ces femmes de Lijma à travers son président qui est Makiba est un appui dont le besoin se faisait sentir au sein de leur association depuis longtemps. Et nous venons les accompagner suite à sa demande. Cette initiative de l'IJMA à l'intention des femmes musulmanes va leur permettre d'avoir d'autres débouchés que l'enseignement. Ces femmes serviront de relais dans leurs localités respectives. L'objectif visé, c'est l'autonomisation des femmes, plus précisément les femmes diplômées formées à langue arabe au Mali. Les arabophones au Mali, en général, leur insertion socio-professionnelle fait beaucoup de problèmes. Mais au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de la formation professionnelle, pour leur autonomisation, c'est la première fois. Au nom des bénéficiaires, Aïdara Djenebassi, présidente de la cellule féminine de l'IJMA, a invité ses sœurs à s'approprier cette formation pour l'amélioration des conditions de travail des couches vulnérables. Les femmes, vraiment, c'est le savoir. Quand elles savent faire quelque chose, c'est pour donner aux autres. Qu'elles viennent faire des formations et qu'elles mettent du sérieux dans cette formation pour que ça leur soit bénéfique. Et les femmes ont pu voler de leurs propres ailes, faire leurs activités elles-mêmes, et créer des activités génératrices de revenus et subvenir à leurs besoins. Vraiment, c'est n'a qu'à saluer. Cette formation durera 3 jours, à l'issue de laquelle des kits seront remis aux bénéficiaires pour s'installer à leur propre compte. Le ministre des Affaires religieuses et du culte, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, informe la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Jumada al-Oula ou la Syrie Kema Ake n'a été aperçu le jeudi 24 novembre 2022 dans aucune localité du pays. En conséquence, le mois lunaire Jumada al-Oula ou la Syrie Kema Ake débute au Mali le samedi 26 novembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Appel à l'unisson, à la paix et à la quiétude au sein de la communauté arabe Berabiche et le soutien aux autorités de la transition, tels sont les objectifs que le Conseil des chefs Berabiche, que le Conseil s'est fixé au cours de la rencontre de Tombouctou. C'est à la faveur d'une assemblée générale. Le point avec Yaya Tandina. Cette assemblée générale du Conseil des chefs Berabiche des régions de Tombouctou et de Todeni a rassemblé des délégués venus de toutes les régions du Mali et de la Mauritanie voisine. L'objectif visé est d'instaurer un climat de paix, de promouvoir l'unité au sein de la communauté arabe Berabiche et le soutien aux autorités de la transition. La communauté Berabiche, toujours attachée à sa vocation de cordon entre toutes les communautés des régions de Tombouctou et Todeni, à savoir Arabes, Tamashek, Soré, Pel, Bambara et Bozo, a décidé de reprendre son aigu pour recoudre les tissus sociaux déchirés par nos querelles, nos contradictions et nos mésententes nuisibles au nécessaire vivre ensemble dans la différence qu'il faille préserver. Nous travaillons pour cette paix. Nous travaillons pour cette paix de manière citoyenne. Nous sommes
avec la transition, comme nous sommes avec le président de la transition, comme nous sommes pour la refondation de ce pays-là. Nous sommes pour cette refondation qui est en vue, nous voulons la faire. Cette Assemblée générale des chefs Berabiche a permis aux délégués et aux représentants des réfugiés en Mauritanie de saluer l'action gouvernementale et surtout l'attention particulière qu'accordent nos autorités aux personnes déplacées. Depuis 2012, en Mauritanie, on n'a jamais vu un ministre qui vient pour les réfugiés si ce n'est pas avec ce nouveau gouvernement. Cela nous donne espoir. Si toutes les communautés sont ensemble, si toutes les communautés s'entendent, il n'y a pas de problème, il y aura la paix. L'accompagnement de l'administration des deux régions, Tombouctou et Taoudéni, ne fera pas défaut. C'est par la remise des prix de reconnaissance au maire de la commune de Tombouctou et au gouverneur que la communauté a voulu magnifier tout son soutien aux plus hautes autorités du pays. Deuxième assemblée générale de l'Association internationale des Djawambé, objectif renforcer entre eux les liens de solidarité et de fraternité. Ibrahim Kaoukonate. La lecture du Saint-Coran, la présentation des bilans d'activité financière et le plan de construction du siège de l'association Dantel Sambé internationale ont été les temps forts de cette deuxième assemblée générale. Regroupant les communautés Djawambé, des noms de familles Yara, Yarnangoré et Sam du Mali et du Sénégal et partout dans le monde. On a trois objectifs. Que tous les Yara se connaissent, s'unissent et s'entraident. Parce qu'il y a un adage qui dit, si tu ne soutiens pas ton parent, tu vas soutenir un parent d'autrui. Au cours des travaux, le plan du nouveau siège a été présenté. Aladi Banema Yara nous a donné 2 titres fonciers. Un pour le bureau national de Bamako et un titre foncier à Dakar pour le bureau Sam Yara du Sénégal. À nous entraider entre nous pour qu'il n'y ait plus un Sambabé ou un Yara ou bien un Sam qui est diminué. Parce que c'est de l'esprit d'entraide qu'il s'agit. Donc il faut que ceux qui ont aident ceux qui n'ont pas. Jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre pour que nous puissions aller ensemble sans qu'il y ait de mendicité. Nous sommes là aujourd'hui pour faire le bilan des 2 années passées. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut pour plus évoluer et pour mieux réunir la famille dans l'intérêt de toute la famille Sam Yara du Mali et l'ensemble de tous ceux qui nous accompagnent dans ce processus. Au cours des travaux, le plan du nouveau siège a été présenté. Sur place, plus de 47 millions de francs CFA et 256 tonnes de ciment ont été mobilisés à travers la donation des membres pour la construction. Le mandat du comité exécutif du Conseil national de la jeunesse présidé par Habib Dakou et ceux de ses démembrements est prorogé jusqu'à la tenue de la 7e ou du 7e congrès ordinaire de la fêtière. Décision du comité exécutif en sa réunion extraordinaire de ce vendredi. Nous y reviendrons en plus en détail avec notre reporter Alpha Amaïga. Le professeur Mamadou Koumaré, pharmacien à la retraite, nous a quittés à l'âge de 86 ans. Un dernier hommage lui a été rendu cet après-midi. Ses mérites lui ont valu plusieurs distinctions au Mali et à l'étranger. Il repose désormais au cimetière de Nyarela. Fademba Keïta. Le professeur Mamadou Koumaré, que nous regrettons aujourd'hui, a consacré toute sa vie durant à défendre l'honneur de la pharmacie et au rayonnement de la pharmacie traditionnelle. L'expert régional OMS Afrique en médecine traditionnelle entre 1975 et 1986 est agrégé des sciences pharmaceutiques de Paris. Le président d'honneur de l'Académie des sciences du Mali et de la Fédération des tradithérapeutes a à son actif plusieurs produits traitants en vente dans les pharmacies, mais aussi des documents ou publications. L'héritière du défunt et les autres magnifient ses prouesses, mais le regrettent. Le professeur en 1983 a protégé les médicaments traditionnels améliorés 14 quand il dirigeait l'OMP, dont le sirop Balembo. Le sirop Balembo qui a été proposé contre la toux sèche pendant la Covid-19. Et ce sirop Balembo qui a eu le premier prix gagné Afrique en 2021 comme meilleur produit issu de la pharmacopée. Quant au professeur de la faculté de pharmacie et d'odontostomatologie du Centre de Santé Plus et les parents des disparus très touchés, ils tiennent à la vulgarisation de ces concepts, de sa générosité en famille et partout, de sa piété. Nous, universitaires, nous devions retenir et consolider à sa suite 3 concepts essentiels. Premièrement,
la rigueur dans la transmission du savoir, mais surtout dans l'impartialité absolue entre les apprenants. Deuxièmement, la curiosité scientifique, la recherche à l'innovation dans la pertinence et l'humilité pour l'attention des résultats concluants. Troisièmement, enfin, la disponibilité et la recherche vers d'autres scientifiques. Le professeur Koumaré a été un timonier, un exemple à suivre, une vie faite de maîtrise de soi, de travail acharné, d'honnêteté, de conduite exemplaire, de discipline et de travail jusqu'à son dernier souffle. Le professeur Koumaré a reçu plus d'une dizaine de distinctions honorifiques nationales aussi bien qu'internationales. Chevalier de l'ordre national du Mali et du Burkina Faso, docteur honoris causa Medicina Alternativa de l'Université de Sri Lanka en 1983, chevalier de l'OIPA CAMES en 2007, prix du président du Faso pour l'innovation et la recherche sur les plantes médicinales en 2012, j'en oublie volontiers. Marié père de 5 enfants, c'est dans le désarroi total qu'il fut accompagné en sa dernière demeure au cimetière de Niarela par des cadres du pays, des parents, amis et proches collaborateurs. D'ores en paix et référence. Père son âme, professeur d'ores en paix. Fin donc de ce journal, merci de l'avoir suivi et bonsoir.